En 2005 à Nice, Claire Dumas, 38 ans, mère de famille et employée dans une petite agence immobilière, échange depuis plusieurs semaines avec un homme rencontré via un site discret, accessible seulement par invitation. Selon les messages retrouvés plus tard, elle avait accepté de le rencontrer pour parler en personne. Un rendez-vous qu'elle n'avait confié à personne, pas même à ses proches. Le soir de sa disparition, elle quitte son domicile en prétextant une réunion de dernière minute au travail. Elle n'arrivera jamais à destination. Les premières heures de l'enquête ne révèlent aucune anomalie. Pas de lutte, pas de témoins, pas de retrait bancaire, pas de traces de son véhicule en dehors d'un bref passage sur la promenade des Anglais avant que tout signal disparaisse. Pendant 13 ans, le dossier reste figé. Aucune piste solide, aucun suspect, aucune preuve permettant d'expliquer pourquoi Claire a quitté sa routine familiale pour un rendez-vous qu'elle semblait vouloir cacher. En 2018, alors que le dossier est considéré comme inactif, un technicien chargé d'effacer les données d'un ancien téléphone professionnel, conservé par erreur dans un carton scellé, découvre un SMS jamais supprimé. Le message, daté du soir même de la disparition, provient du contact anonyme rencontré en ligne. Son contenu, d'apparence banale au premier regard, contredit pourtant la version admise depuis des années et révèle un élément crucial qui n'avait jamais été transmis aux enquêteurs. Avant de continuer, prenez un instant pour nous dire d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous en ce moment. Écrivez votre ville et l'heure dans les commentaires, cela nous aide vraiment à comprendre qui nous regarde et à quelle heure nos histoires vous accompagnent. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Un simple like nous aide également énormément à continuer de partager ces affaires mystérieuses avec vous. Maintenant, revenons à notre histoire. Claire Dumas menait une vie apparemment stable dans le quartier de Cimiez, à Nice. Mariée depuis 15 ans à Julien Marchand, employé municipal, elle partageait avec lui un appartement modeste et élevait leurs 2 enfants, Lucas, 12 ans, et Manon, 9 ans. Son travail à l'agence immobilière Riviera Service, située rue de France, près du centre-ville, lui offrait un cadre routinier mais paisible. Ses collègues la décrivent comme discrète, ponctuelle, rarement absente, une personne sur qui on pouvait compter sans jamais s'inquiéter. Pourtant, au cours des semaines précédant sa disparition, plusieurs indices suggèrent que Claire traversait une période de questionnement personnel. Elle passait davantage de temps sur son ordinateur le soir, souvent après que son mari et ses enfants se soient couchés. Elle avait également modifié certains de ses comportements, des sorties plus tardives, des réponses évasives sur ses activités, une attitude plus distante avec son entourage proche. Rien de dramatique, mais suffisamment inhabituel pour que son mari commence à s'interroger. Le 14 octobre 2005, Claire quitte son domicile vers 19h30 en expliquant qu'elle doit rejoindre un client pour une signature de dernière minute. Elle emporte son sac à main, son téléphone portable et les clés de sa Renault Mégane grise. Elle précise qu'elle devrait être de retour vers 22h au plus tard. Elle embrasse ses enfants, salue son mari et referme la porte derrière elle. Personne ne la reverra jamais après ce moment. Julien commence à s'inquiéter vers 23h, quand il constate que Claire ne répond plus à ses appels. À minuit passé, il contacte l'agence immobilière, mais personne ne décroche. Il essaie alors de joindre plusieurs collègues de sa femme, sans succès. Il finit par appeler la gendarmerie vers 1h du matin pour signaler la disparition. Les premières recherches débutent immédiatement, mais aucune trace de Claire ni de son véhicule n'est trouvée dans les environs immédiats. Les enquêteurs découvrent rapidement que Claire n'avait aucun rendez-vous professionnel prévu ce soir-là. L'agence immobilière confirme qu'aucune signature n'était programmée et que Claire n'avait informé personne d'une quelconque urgence client. Son véhicule est retrouvé 2 jours plus tard, garé sur un parking public près du port de Nice, sans aucune trace de lutte ou d'effraction. À l'intérieur, rien ne manque.
Son sac à main est resté sur le siège passager, contenant ses papiers, son portefeuille, ses clés de maison. Seul son téléphone portable a disparu. L'enquête initiale se concentre sur l'entourage proche de Claire Dumas. Julien Marchand, son mari, est longuement interrogé par les gendarmes. Il explique que leur relation traversait une phase difficile depuis quelques mois, marquée par des silences et une certaine distance émotionnelle. Mais il affirme n'avoir jamais soupçonné d'infidélité ou de projet de départ. Il se soumet volontairement à toutes les vérifications demandées, alibi vérifié, téléphone analysé, relevé bancaire consulté. Rien ne permet de le relier à la disparition. Les collègues de Claire sont également interrogés. Tous confirment son professionnalisme, sa discrétion, son absence de conflits au travail. Aucun d'entre eux ne mentionne de comportement inhabituel récent, si ce n'est une légère tendance à s'isoler davantage pendant les pauses. L'un des agents immobiliers, Nathalie Morel, se souvient toutefois que Claire avait évoqué en passant, quelques semaines plus tôt, qu'elle ressentait le besoin de changer d'air, sans préciser ce qu'elle entendait par là. Les enquêteurs examinent les relevés téléphoniques de Claire. Ils constatent qu'elle a reçu plusieurs appels provenant d'un numéro inconnu dans les jours précédant sa disparition. Ces appels, toujours brefs, interviennent tard le soir ou tôt le matin. Lorsque les gendarmes tentent de remonter la piste, ils découvrent que le numéro correspond à une carte SIM prépayée, achetée en espèces dans un bureau de tabac de Cannes. Impossible à tracer. Aucun message vocal n'a été laissé, aucune trace écrite n'est récupérable. L'ordinateur personnel de Claire, saisi au domicile familial, révèle une activité en ligne inhabituelle. Elle s'est inscrite sur un site de rencontres discret, réservé aux personnes en couple cherchant des échanges en dehors de leur relation principale. Son profil, créé sous un pseudonyme, ne contient aucune photo identifiable, mais plusieurs échanges de messages privés sont retrouvés. Parmi eux, une conversation régulière avec un utilisateur se faisant appeler Marc L, dont le profil est tout aussi anonyme. Les messages échangés entre Claire et Marc L montrent une progression rapide. Discussions banales au début, puis confidences personnelles, puis évocation d'une rencontre physique. Marc L propose un rendez-vous pour parler tranquillement, sans pression, dans un endroit neutre. Claire accepte, mais précise qu'elle préfère ne rien dire à son entourage pour le moment. Le dernier message échangé date du 13 octobre, la veille de sa disparition. Marc L y confirme le lieu et l'heure. Demain soir, 20h, parking du port, niveau -2. Les enquêteurs tentent de remonter jusqu'à Marc L. Le site de rencontre, hébergé à l'étranger, refuse de coopérer pleinement avec la justice française, invoquant des questions de confidentialité. Les informations fournies sont minimales. Une adresse IP enregistrée depuis un cybercafé de Marseille, utilisée une seule fois pour créer le compte. Aucun paiement par carte bancaire, aucune donnée personnelle vérifiable. Marc L semble avoir pris toutes les précautions nécessaires pour rester anonyme. Le parking du port, identifié comme le lieu de rendez-vous prévu, est passé au crible. Les caméras de surveillance, vieillissantes et mal entretenues, n'ont conservé aucune archive exploitable pour la soirée du 14 octobre. Les gardiens du parking ne se souviennent de rien de particulier. Le véhicule de Claire, retrouvé 2 niveaux plus haut que le point de rendez-vous, ne porte aucune trace suspecte. Pas d'empreinte inconnue, pas de signe de lutte, rien qui suggère une agression violente. Les semaines passent, sans avancée significative. Les gendarmes diffusent un avis de recherche, interrogent des dizaines de témoins potentiels, vérifient les images de vidéosurveillance dans un périmètre élargi autour du port. Rien ne permet de reconstituer les dernières heures de Claire après son départ du domicile. Les plongeurs explorent même une partie du port, au cas où son corps aurait été jeté à l'eau, mais aucune découverte n'est faite. L'affaire médiatisée attire l'attention locale pendant quelques semaines, puis retombe progressivement dans l'oubli. La famille de Claire, effondrée, continue de solliciter régulièrement les autorités,
mais les pistes s'épuisent les unes après les autres. En 2007, 2 ans après la disparition, le dossier est classé sans suite active, faute d'éléments nouveaux. Claire Dumas rejoint la longue liste des personnes disparues sans explication, laissant derrière elle un vide impossible à combler et des questions sans réponse. Pendant les années qui suivent, la vie reprend difficilement son cours pour la famille Dumas. Julien Marchand élève seul ses 2 enfants, Lucas et Manon, qui grandissent avec le poids d'une absence inexpliquée. Les anniversaires, les fêtes, les moments ordinaires sont marqués par le fantôme de Claire. Julien refuse de déménager, espérant secrètement que sa femme réapparaisse un jour à la porte de leur appartement de Cimier. Il conserve intact le dossier d'enquête, les coupures de presse, les relevés téléphoniques, tout ce qui pourrait un jour servir à comprendre. En 2010, une piste inattendue émerge. Une femme contacte la gendarmerie de Nice pour signaler qu'elle a aperçu, dans une gare routière de Toulouse, une personne qui ressemblait étrangement à Claire Dumas. Le signalement est pris au sérieux. Même taille, même silhouette, même couleur de cheveux. Les enquêteurs se rendent sur place, vérifient les images de vidéosurveillance, interrogent le personnel de la gare, mais aucune identification formelle n'est possible. La femme aperçue portait des lunettes de soleil, un foulard, et a disparu dans la foule avant que quiconque puisse l'approcher. Cette fausse piste ravive temporairement l'espoir de Julien, mais elle s'éteint rapidement. D'autres témoignages similaires parviennent sporadiquement aux autorités au fil des années. Une femme aperçue à Lyon, une autre à Bordeaux, une 3e dans un marché de Montpellier. Chaque fois, les vérifications ne mènent nulle part. Ces signalements, bien que sincères, reflètent davantage le besoin de croire qu'une personne disparue peut encore être vivante quelque part, plutôt qu'une réalité tangible. En parallèle, les enquêteurs tentent régulièrement de relancer les recherches sur Marc L, le mystérieux contact en ligne. Le site de rencontre a entre-temps fermé ses portes, emportant avec lui toute possibilité de récupérer des données supplémentaires. Les cybercafés utilisés pour créer le compte ont également disparu ou changé de propriétaire. Aucune nouvelle piste technique ne permet d'identifier l'homme qui s'était fait passer pour un simple interlocuteur discret. Les gendarmes explorent également la possibilité que Claire ait pu organiser elle-même sa disparition. Cette hypothèse, bien que douloureuse pour la famille, ne peut être écartée. Certains éléments plaident en sa faveur. L'absence de violence, le véhicule abandonné sans signe de lutte, le mensonge sur le rendez-vous professionnel, les échanges secrets en ligne. Mais d'autres détails contredisent cette théorie. Pourquoi laisser son sac à main avec tous ses papiers dans la voiture? Pourquoi ne jamais donner signe de vie, même anonymement, à ses enfants? En 2013, 8 ans après la disparition, Julien Marchand accepte enfin de participer à une émission télévisée consacrée aux affaires non résolues. Il y témoigne avec émotion de la vie qu'il mène depuis 2005, de l'absence qui ne s'efface jamais, de l'impossibilité de faire le deuil sans certitude. L'émission relance brièvement l'intérêt médiatique pour l'affaire, mais aucun élément nouveau ne surgit. Les appels reçus suite à la diffusion restent sans suite exploitable. Les enfants de Claire, devenus adolescents, développent chacun leur propre manière de gérer l'absence. Lucas, l'aîné, refuse catégoriquement d'évoquer sa mère, préférant se concentrer sur ses études et sa vie future. Manon, plus jeune au moment de la disparition, n'a conservé que des souvenirs fragmentaires et doit reconstruire l'image de sa mère à travers des photos et des récits. Julien constate avec tristesse que ses enfants grandissent avec un vide impossible à combler, une partie de leur identité à jamais incomplète. Le dossier de Claire Dumas reste officiellement ouvert, mais sans activité réelle. Les enquêteurs affectés à d'autres affaires consultent parfois le fichier, espérant qu'une nouvelle technologie ou une coïncidence inattendue permette de faire avancer les choses. Mais les années passent, les priorités changent,
et l'affaire sombre progressivement dans les archives poussiéreuses des disparitions inexpliquées. En 2015, 10 ans après les faits, une cérémonie discrète est organisée par la famille pour marquer cette décennie d'absence. Julien Marchand vieillit avec le poids de l'incertitude. Il ne s'est jamais remarié, n'a jamais vraiment reconstruit sa vie affective. Il continue de travailler à la mairie de Nice, accomplissant ses tâches quotidiennes avec une régularité mécanique. Le soir, seul dans l'appartement devenu trop grand depuis le départ de ses enfants pour leurs études, il consulte parfois les vieux messages retrouvés sur l'ordinateur de Claire, cherchant un détail qu'il aurait pu manquer, un indice caché dans une phrase banale. En juin 2018, 13 ans après la disparition de Claire Dumas, un événement inattendu fait basculer l'enquête. La gendarmerie de Nice procède à un grand nettoyage de ses archives matérielles pour libérer de l'espace de stockage. Parmi les cartons entreposés depuis des années, un technicien administratif, Sébastien Bonnet, est chargé d'effacer définitivement les données de plusieurs dizaines d'anciens téléphones portables conservés comme pièces à conviction dans des affaires classées ou résolues. Sébastien suit une procédure stricte. Vérifier que l'affaire concernée est bien close, récupérer l'autorisation écrite de destruction, effacer les données selon le protocole informatique prévu, puis recycler le matériel. En manipulant un vieux Nokia à clapet portant l'étiquette « Affaire Dumas-Claire 2005 », il constate que l'appareil, bien que déchargé depuis des années, se rallume après branchement sur secteur. Curieux, il consulte rapidement le contenu avant l'effacement définitif. Le téléphone contient plusieurs SMS échangés entre Claire et différents contacts, déjà analysés lors de l'enquête initiale. Mais Sébastien remarque un message stocké dans un dossier technique appelé brouillon, une fonctionnalité rarement utilisée à l'époque et que les enquêteurs de 2005 n'avaient visiblement pas consulté en détail. Le message, daté du 14 octobre 2005 à 19h47, n'a jamais été envoyé. Il est adressé à un numéro non enregistré dans les contacts. Le contenu du SMS brouillon est bref mais troublant. « Je suis arrivé. Personne. J'attends encore 10 mines, puis je rentre. » Ce message, rédigé par Claire elle-même quelques minutes seulement avant l'heure prévue du rendez-vous avec Marc L., n'avait jamais été transmis. Pour une raison inconnue, Claire l'avait sauvegardé en brouillon au lieu de l'envoyer. Sébastien, conscient de l'importance potentielle de cette découverte, suspend immédiatement la procédure d'effacement et contacte son supérieur hiérarchique. Le téléphone est transmis à l'unité d'investigation criminelle qui avait initialement traité l'affaire. Les enquêteurs, dont certains ont pris leur retraite depuis, sont contactés pour expertise. Le capitaine Thierry André, désormais en charge du service des affaires froides, reprend le dossier Dumas et commence par vérifier l'authenticité du SMS. Les métadonnées confirment. Le message a bien été rédigé le 14 octobre 2005 à 19h47, depuis une antenne relais située près du parking du port de Nice, exactement là où le véhicule de Claire a été retrouvé 2 jours plus tard. Cette découverte chamboule complètement la chronologie admise jusqu'alors. Si Claire a rédigé ce message à 19h47 pour indiquer qu'elle attendait quelqu'un qui n'était pas encore arrivé, cela signifie qu'elle était bien présente au rendez-vous prévu, qu'elle attendait effectivement Marc L, et que celui-ci était en retard ou absent à ce moment précis. Mais alors, que s'est-il passé après ces 10 minutes d'attente qu'elle s'était fixée? Pourquoi n'a-t-elle jamais envoyé ce message? Pourquoi n'est-elle jamais rentrée chez elle? Le capitaine André reconstitue mentalement le scénario. Claire arrive au parking vers 19h45. Quelques minutes avant l'heure prévue du rendez-vous. Elle constate que Marc L n'est pas là. Elle rédige un SMS pour le prévenir qu'elle attend, mais hésite à l'envoyer, le sauvegarde en brouillon. Peut-être attend-elle de voir s'il arrive finalement avant d'envoyer le message. 10 minutes passent. Puis quelque chose se produit, quelque chose qui interrompt définitivement son intention de rentrer chez elle. Plusieurs hypothèses émergent. Première possibilité, Marc L finit par arriver après les 10 minutes d'attente, convainc Claire de le suivre ailleurs,
Et c'est là que la situation bascule. Deuxième possibilité, une tierce personne intervient pendant qu'elle attend seule dans sa voiture, profitant de sa vulnérabilité. Troisième possibilité, Claire décide finalement de ne pas rentrer, change d'avis sur sa vie et organise sa propre disparition après avoir constaté que le rendez-vous n'aurait pas lieu. Le capitaine André fait analyser à nouveau le téléphone par les services techniques modernes, bien plus performants qu'en 2005. Les spécialistes parviennent à récupérer des fragments de données effacés, notamment des journaux d'appel incomplets. Ils découvrent qu'un appel entrant a été reçu sur le téléphone de Claire à 19h53, soit 6 minutes après la rédaction du SMS brouillon. L'appel provient du même numéro prépayé non identifié qu'elle avait été en contact les jours précédents. La durée de la communication, 23 secondes. Ce détail change tout. Claire a donc bien eu un contact téléphonique avec Marc L, ou quelqu'un utilisant son numéro, moins de 10 minutes après avoir rédigé le message, indiquant qu'elle attendait encore. Que s'est-il dit durant ces 23 secondes? Pourquoi n'a-t-elle jamais envoyé le SMS qu'elle avait préparé? L'appel a-t-il annulé son intention de partir? Ou au contraire, l'a-t-il convaincu de rester et d'attendre davantage? La découverte du SMS brouillon et de l'appel de 23 secondes relance officiellement l'enquête en juillet 2018. Le capitaine Thierry André constitue une nouvelle équipe d'investigation composée d'enquêteurs plus jeunes, formés aux techniques numériques modernes. Leur première priorité, retrouver toute trace de Marc L, même 13 ans après les faits. Ils commencent par réexaminer l'ensemble des données collectées en 2005, en appliquant des méthodes d'analyse qui n'existaient pas à l'époque. Les enquêteurs reprennent contact avec l'ancien propriétaire du cybercafé de Marseille où le compte avait été créé. L'établissement a fermé en 2011, mais le gérant, Pascal Fournier, accepte de consulter ses archives personnelles. Il retrouve un registre manuscrit, obligation légale à l'époque, où les clients devaient inscrire leur nom avant d'utiliser un ordinateur. Pour la date correspondant à la création du compte de Marc L, une seule entrée, Martin P, sans autre précision. Un faux nom, très probablement. Les techniciens analysent également les métadonnées des messages échangés sur le site de rencontre. Ils constatent que Marc L s'est connecté au site uniquement depuis 2 adresses IP différentes, celle du cybercafé de Marseille pour la création du compte et une autre provenant d'une box internet résidentielle située à Antibes. Cette deuxième IP, enregistrée par le fournisseur d'accès à l'époque, appartient à un abonnement souscrit au nom de Philippe Thomas, un homme de 68 ans en 2018, retraité de l'industrie maritime. Les enquêteurs se rendent au domicile de Philippe Thomas, une petite maison dans un quartier pavillonnaire calme d'Antibes. L'homme les reçoit avec surprise, nie catégoriquement toute implication dans une affaire de disparition, affirme n'avoir jamais entendu parler de Claire Dumas. Quand on lui montre les relevés prouvant que son adresse IP a été utilisée pour se connecter au site de rencontres en 2005, il reste interdit quelques secondes, puis se souvient d'un détail crucial. À l'époque, son fils vivait encore chez lui. Philippe explique que son fils, Romain Blanc, alors âgé de 30 ans en 2005, habitait effectivement la maison familiale jusqu'en 2006. Romain était technicien informatique, travaillait de manière irrégulière, passait beaucoup de temps seul dans sa chambre à naviguer sur Internet. Les relations père-fils étaient tendues, marquées par des désaccords constants. Romain a quitté brutalement le domicile en janvier 2006, 3 mois après la disparition de Claire, sans laisser d'adresse de contact. Philippe n'a plus eu de nouvelles de lui depuis cette date. Les enquêteurs demandent à Philippe de décrire son fils. L'homme sort quelques vieilles photos. Romain apparaît comme un homme de taille moyenne, mince, cheveux châtain courts, regard fuyant. Philippe précise que son fils était quelqu'un de solitaire, méfiant, peu à l'aise socialement, sans relation amoureuse connue. Il ajoute que Romain avait développé une certaine obsession pour les rencontres en ligne, passant des heures sur différents forums et sites de discussion,
souvent sous de faux noms. Le capitaine André lance immédiatement des recherches approfondies sur Romain Blanc. Les bases de données administratives révèlent qu'il n'a plus aucune trace officielle en France depuis 2007. Pas de déclaration de revenus, pas de nouvelle carte d'identité, pas d'immatriculation de véhicule, pas d'abonnement téléphonique ou Internet à son nom. Romain semble avoir disparu du système, comme s'il avait quitté le pays ou adopté une nouvelle identité. Une demande de signalement est diffusée au niveau national et européen. Les enquêteurs retournent fouiller les archives bancaires de Romain pour la période 2005-2006. Ils découvrent plusieurs retraits en espèces importants effectués dans les semaines suivant la disparition de Claire. 300 € le 20 octobre 2005, 400 € le 3 novembre, 250 € le 18 novembre. Tous ces retraits ont été effectués dans des distributeurs automatiques de la région niçoise. Le dernier mouvement sur son compte date du 12 janvier 2006. Un retrait de 1 000 € en espèces à Nice, puis plus rien. L'équipe d'investigation interroge d'anciens collègues de Romain, retrouvés via les registres des entreprises où il avait travaillé. La plupart le décrivent comme un homme discret, compétent techniquement, mais étrange dans ses interactions sociales. L'un d'eux, Mathieu Rousseau, se souvient d'une conversation troublante à la fin de l'année 2005. Romain lui avait confié qu'il avait rencontré quelqu'un de spécial en ligne, quelqu'un qui comprenait vraiment ce qu'il ressentait. Mathieu n'avait pas prêté attention à ses propos sur le moment. Les gendarmes obtiennent un mandat pour saisir les archives numériques conservées par l'ancien employeur de Romain. Sur un serveur de sauvegarde oublié, ils retrouvent des fragments de données provenant de l'ordinateur professionnel qu'il utilisait en 2005. Parmi ces données, des recherches Internet sur les techniques de disparition volontaire, des forums sur l'anonymat en ligne, des articles sur les affaires de personnes disparues jamais retrouvées. Ces éléments, bien que troublants, ne constituent pas une preuve directe de culpabilité. Le capitaine André reconstitue une chronologie possible. Romain Blanc, seul, en difficulté relationnelle, crée un profil anonyme sur un site de rencontre discret. Il entre en contact avec Claire Dumas, elle aussi en recherche d'autre chose. Il organise un rendez-vous au parking du port, arrive en retard, appelle Claire pour la rassurer ou lui donner de nouvelles instructions. Puis, quelque chose se passe. Quelque chose qui pousse Romain à fuir et à disparaître lui-même 3 mois plus tard. En septembre 2018, les enquêteurs décident de diffuser publiquement l'identité et la photo de Romain Blanc via les médias nationaux. L'affaire Claire Dumas, ressortie des archives après 13 ans, suscite un regain d'intérêt médiatique important. Plusieurs émissions télévisées consacrent des reportages à cette relance, montrant le visage de Romain et appelant toute personne ayant des informations à se manifester. Julien Marchand, contacté par les enquêteurs, découvre pour la première fois le visage de l'homme qui pourrait être responsable de la disparition de sa femme. Quelques jours après la diffusion télévisée, un témoin se présente spontanément à la gendarmerie de Toulon. Il s'agit de Dominique Vincent, un ancien marin de 73 ans, retraité depuis 15 ans. Il explique qu'il a reconnu formellement Romain Blanc en voyant sa photo à la télévision. Il affirme l'avoir employé en 2006 et 2007 comme technicien de maintenance sur un bateau de plaisance amarré au port de Hyères. Romain se faisait alors appeler Marc Laurent et présentait de faux documents d'identité. Dominique raconte que Romain, sous cette fausse identité, s'occupait de l'entretien électronique et informatique de son bateau. Il vivait discrètement, payé en espèces, ne parlait jamais de son passé. En juillet 2007, Romain a brusquement disparu sans prévenir, laissant ses affaires personnelles à bord. Dominique, pensant à un simple abandon de poste, n'avait jamais signalé cet incident aux autorités. Il avait simplement jeté les quelques vêtements et objets abandonnés, sauf un vieux sac contenant des papiers qu'il avait conservés par habitude. Les enquêteurs se rendent immédiatement chez Dominique pour récupérer ce sac. À l'intérieur, des factures sans importance,
un carnet de notes manuscrites, quelques photos floues et surtout un téléphone portable à clapet, identique au modèle que possédait Claire en 2005. Le téléphone, complètement déchargé et oxydé par l'humidité marine, est envoyé en urgence au laboratoire technique pour analyse. Les spécialistes parviennent à extraire partiellement les données de la carte SIM, malgré son état dégradé. Les résultats sont accablants. Le numéro de téléphone correspond exactement à celui du contact anonyme avec qui Claire échangeait dans les jours précédant sa disparition. Le répertoire contient un seul numéro enregistré, celui de Claire Dumas. Les journaux d'appel confirment plusieurs communications entre ce téléphone et celui de Claire, dont l'appel de 23 secondes du 14 octobre 2005 à 19h53. Romain Blanc et Marc L. ne font qu'un. La preuve matérielle tant recherchée depuis 13 ans vient enfin d'être trouvée. Le carnet de notes manuscrites découvert dans le sac apporte des éléments encore plus troublants. Romain y a consigné des réflexions personnelles, datées entre septembre 2005 et juin 2007. Plusieurs passages mentionnent directement Claire, sous ses initiales CD. Un extrait daté du 15 octobre 2005, lendemain de la disparition, attire particulièrement l'attention des enquêteurs. Elle voulait rentrer. Je lui ai demandé de rester encore un peu. Elle a accepté. Puis, tout est allé trop vite. Un autre passage, daté du 3 novembre 2005, évoque un sentiment de panique. Je ne peux plus dormir. Je revois son visage quand elle a compris. Impossible de revenir en arrière. Il faut que je disparaisse aussi. Ces lignes, bien qu'énigmatiques, suggèrent qu'un événement traumatique s'est produit lors du rendez-vous du 14 octobre, un événement que Romain n'avait pas anticipé et qui l'a poussé à fuir. Mais le carnet ne précise jamais clairement ce qui s'est réellement passé. Les enquêteurs lancent un mandat d'arrêt international contre Romain Blanc. Les recherches s'intensifient, incluant Interpol et les services de police européens. Mais malgré tous les efforts déployés, aucune trace récente de Romain n'est identifiée. Il semble avoir complètement disparu après juillet 2007. Les hypothèses vont de la fuite à l'étranger sous une nouvelle identité, au suicide discret, en passant par une possible implication dans d'autres affaires non résolues. En décembre 2018, un homme contacte anonymement la gendarmerie de Nice via une ligne téléphonique sécurisée. Il affirme connaître l'endroit où se trouve le corps de Claire Dumas. Il refuse de donner son identité, mais précise avec exactitude une zone forestière située dans l'arrière-pays niçois, près du village de Lucéram, à environ 30 km du centre de Nice. Il raconte qu'en octobre 2005, il se promenait en forêt et a vu un homme correspondant à la description de Romain en train de creuser un trou profond, près d'un vieux châtaignier isolé. Les gendarmes se rendent sur place avec une unité cynophile spécialisée dans la recherche de restes humains. Après 3 jours de fouilles minutieuses dans la zone indiquée, les équipes découvrent effectivement des ossements humains enterrés à environ 1,50 m de profondeur. Les analyses ADN, effectuées en urgence, confirment qu'il s'agit bien de Claire Dumas. Son corps reposait là depuis 13 ans, dans un endroit reculé que personne n'avait jamais pensé à fouiller lors des premières recherches de 2005. L'autopsie révèle que Claire est décédée des suites d'un traumatisme crânien violent, compatible avec un coup porté à l'arrière de la tête. Aucune trace de ligature ou de blessure défensive n'est identifiée sur le squelette, suggérant que l'agression a été rapide et inattendue. Les légistes estiment que le décès est survenu entre le 14 et le 16 octobre 2005, soit dans les heures ou jours suivant sa disparition. L'affaire, longtemps classée comme disparition inquiétante, devient officiellement une enquête pour homicide volontaire. La découverte du corps apporte une forme de clôture terrible mais nécessaire à la famille Dumas. Julien Marchand, effondré, peut enfin organiser des funérailles dignes pour Claire, 13 ans après sa disparition. Lucas et Manon, désormais adultes, participent à la cérémonie avec une émotion retenue, confrontés à la réalité brutale qu'ils avaient toujours redoutée.
Leur mère n'avait jamais choisi de les abandonner. Elle avait été victime d'un acte de violence qui lui avait ôté toute possibilité de rentrer. Aujourd'hui, en 2025, l'enquête sur Romain Blanc reste officiellement ouverte. Malgré toutes les preuves accumulées, malgré la découverte du corps de Claire Dumas et des aveux indirects contenus dans son carnet personnel, Romain n'a jamais été arrêté ni jugé. Il demeure introuvable, quelque part en France ou à l'étranger, vivant peut-être sous une nouvelle identité, ou décédé dans des circonstances inconnues. Le mandat d'arrêt international le concernant est toujours actif, et son visage figure sur les listes de personnes recherchées par Interpol. Les enquêteurs continuent de recevoir sporadiquement des signalements de personnes pensant l'avoir aperçu, mais aucun n'a jamais abouti à une arrestation. Certains témoignages évoquent un homme ressemblant à Romain vu en Espagne en 2012, d'autres mentionnent une possible présence en Belgique en 2016. Mais sans confirmation formelle, ces pistes restent hypothétiques. Le capitaine Thierry André, qui a dirigé la réouverture de l'enquête, a pris sa retraite en 2023 sans avoir eu la satisfaction de voir Romain Blanc face à la justice. Julien Marchand a vendu l'appartement de Cimières en 2020 et s'est installé dans une petite maison en dehors de Nice, cherchant à tourner définitivement la page. Il a finalement accepté que certaines questions resteront à jamais sans réponse. Pourquoi Romain a-t-il tué Claire? Était-ce prémédité ou un geste impulsif? Que s'est-il dit durant les 23 secondes de l'appel téléphonique? Pourquoi Claire n'a-t-elle jamais envoyé ce SMS brouillon qui aurait peut-être tout changé si elle l'avait transmis? L'affaire Claire Dumas demeure l'un des dossiers les plus médiatisés de disparitions élucidées tardivement en France. Elle illustre à la fois les limites des technologies d'investigation des années 2000 et la puissance des méthodes modernes appliquées rétrospectivement. Elle rappelle aussi la fragilité des rencontres en ligne anonymes, où l'identité réelle des interlocuteurs peut rester cachée jusqu'au moment fatal. Un simple SMS jamais envoyé, retrouvé 13 ans plus tard, aura suffi à faire basculer une enquête figée depuis des années. Si vous avez des informations sur Romain Blanc, ou si vous pensez l'avoir croisé quelque part, contactez immédiatement les autorités. Chaque détail compte. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que cette histoire atteigne le plus grand nombre possible de personnes. Peut-être que quelqu'un, quelque part, détient l'information qui permettra enfin d'arrêter l'homme responsable de la mort de Claire Dumas. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes sur les affaires non résolues. Likez si ce type de contenu vous intéresse. Et surtout, dites-nous en commentaire, pensez-vous que Romain Blanc soit encore en vie aujourd'hui ?